Hey, on se retrouve pour le premier ou au moins l'un des premiers vlogs qui vont parsemer le mois de mai de manière régulière, j'espère. Avec du coup ce premier thème que je voulais mettre en avant, vous l'avez vu dans le titre, ce sera un vlog lecture spécial littérature vietnamienne. Je suis vietnamienne, j'ai lu très peu de littérature vietnamienne dans ma vie et quand je dis très peu, c'est un seul livre, c'était Pour l'amour du pho. De Joanny je crois, je l'ai quelque part. J'avais bien aimé parce que je me sentais représentée et qu'il y avait des questionnements, il y avait des éléments de la culture voilà, qui me parlaient. Et comme c'est une littérature qui est assez minoritaire, que ce soit dans la littérature asiatique ou dans la littérature mondiale, je me suis dit que c'était une bonne occasion de mettre en avant cette littérature là, notamment dans le cadre du challenge Asian Readathon qui est organisé par With Cindy. Je vous mettrai sa vidéo d'explication dans la barre d'infos. C'est un challenge qui vise à mettre en avant la littérature asiatique. Il y avait une catégorie qui s'appelait lire un livre d'un auteur asiatique et du coup j'ai voulu lire des livres d'auteurs vietnamien. Du coup j'ai choisi deux livres que je vais présenter dans ce petit vlog, enfin petit je sais pas, je pense pas, vu comment je parle. Le premier c'est un roman graphique de Magic Fish. J'ai voulu le lire parce que le thème m'a paru très intéressant, enfin les thèmes, parce qu'en gros on suit le jeune héros qui habite aux États-Unis et qui vient de parents vietnamiens qui sont des immigrés. Ses parents, sa mère notamment, est surtout familière avec la culture vietnamienne, tandis que lui comme il a vécu aux États-Unis pendant presque toute sa vie, ou toute sa vie je sais pas, il baigne surtout dans la culture américaine et il parle surtout anglais. Du coup il y a cette barrière de communication entre eux, surtout que lui il veut essayer de leur dire, de dire à ses parents qu'il est gay, mais il sait pas trop comment le faire, surtout que voilà il a peut-être pas les bons outils linguistiques pour faire passer le message ou pas. Du coup voilà, je trouve que c'est quelque chose qui peut être assez fort, résonnant, le tout avec un style qui me semble assez délicat, poétique, mélancolique peut-être, touchant. Je sais pas, je trouve que ça m'intéresse pas mal et j'ai hâte. Et le deuxième livre, c'est un roman qui s'appelle She is Hunting. Alors déjà la couverture, elle est saisissante. On suit une fille qui vient d'une famille vietnamienne mais qui habite aux États-Unis. Elle va aller pour la première fois au Vietnam pour aller voir son père qui l'a abandonné, elle, avec sa famille, avec sa sœur et sa mère il y a des années. Et en fait elle a besoin d'aller le voir, d'aller vivre avec lui pendant les vacances d'été pendant 5 semaines parce qu'elle a besoin d'argent pour pouvoir payer ses frais de scolarité, mais ça va pas être une aide gratuite parce que son père il lui propose un marché, il lui donne de l'argent si pendant les 5 semaines elle forme avec lui en quelque sorte une famille parfaite. Ils vont vivre dans la maison, dans la nouvelle maison du père. Dans cette maison là, Jade, l'héroïne, elle va subir des paralysies de sommeil qui vont la faire voir des hallucinations sur la maison qui paraît vivante, et je crois qu'elle va aussi voir une sorte de spectre. J'imagine que ça va parler de secrets peut-être familiaux. Bon là on est le 30 avril, normalement le challenge commence en mai, mais comme en mai j'ai 17 livres à lire avec le challenge du mois de la fantasy, je voulais prendre un peu d'avance, bon allez 1 ou 2 jours en avance, oui c'est de la triche mais pas trop quand même, je sais pas. Du coup j'ai commencé à le lire, je développerai mon avis plus tard quand j'aurai bien avancé. Pour l'instant j'aime bien, même si c'est un peu bizarre et surtout que c'est en anglais, du coup parfois j'ai un peu du mal, mais en vrai ça va. Voilà, je vous laisse, j'espère que ce vlog va vous plaire et qu'on va passer un bon moment et que ça va vous donner également envie de lire de la littérature vietnamienne ou au moins ces deux livres là. Enfin si je les aime bien parce que sinon non. Bref, à bientôt, enfin à tout à l'heure, je sais pas, voilà. Hey, on est le lendemain et du coup le 1er mai, donc le début du mois de la fantasy. Du coup je suis trop contente. Également le début du challenge Asian Readathon que j'ai commencé il y a 2 jours, du coup j'ai triché, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas, je sais, mais bref. Alors, j'ai commencé et j'ai avancé dans le roman She is Hunting. J'ai pas mal de choses à en dire, mais c'est pas une lecture qui me transporte véritablement. Il y a des moments où je me lasse, où je m'essouffle, où j'arrive pas trop à suivre le fil de la narration. Je sais pas, c'est peut-être au niveau de l'anglais où ça me déconnecte, où j'arrive pas vraiment à me concentrer, du coup à comprendre pleinement ce qui se passe, notamment au niveau fantasy. Mais il y a quand même pas mal de choses que je voulais relever et qui m'ont semblé assez intéressantes, notamment au niveau de la représentation vietnamienne, au niveau de la psychologie de l'héroïne. On est au Vietnam et du coup on a des points de culture vietnamienne et il y a des trucs genre ça semble tellement cliché mais c'est tellement vrai. Genre en fait l'héroïne elle est chez son père et sa mère est dans une autre ville au Vietnam et à un moment elle appelle sa mère en vidéo call, je sais pas trop comment on dit. Et en arrière-plan, elle dit que chez sa mère, il y a toujours de la musique, du karaoké H24 en arrière-plan. Et je suis en mode, putain, le karaoké, c'est tellement le passe-temps cliché des Asiatiques, mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Nous, les Asiatiques, on adore le karaoké, vraiment. Il y a aussi du vocabulaire
vietnamiens, genre des mots vietnamiens qui sont incorporés dans le texte. Dans mon cas, je sais pas lire le vietnamien, mais j'arrive quand même à en déduire le sens en le liant à mon vocabulaire oral que j'utilise. Pour ceux qui lisent pas le vietnamien, je pense qu'avec le contexte en vrai, ça fait en sorte que vous comprenez de quoi il est question. Et puis il y a des anecdotes culturelles, notamment au niveau de la bouffe, qui m'a rendu nostalgique parce que c'est des trucs que je mange et je suis en mode ah c'est trop bon ça. Il y a aussi des mimiques parfois de l'héroïne, elle est mixte en fait, elle est vietnamienne et américaine, mais elle a surtout vécu aux États-Unis, elle est née et a grandi aux États-Unis. Il y a des mimiques parfois, je suis en mode mais c'est moi. Par exemple quand elle prie à l'hôtel de ses ancêtres, elle prie dans sa tête en anglais, mais après elle se souvient que ses ancêtres, ils sont vietnamiens, du coup ils parlent vietnamien, et du coup elle est en mode ah mince c'est vrai je dois prier en vietnamien, mais en même temps je parle pas assez bien vietnamien pour ça, et je suis en mode mais c'est tellement moi, parce que moi quand je prie en français, et après je suis en mode mais non, mais ils étaient vietnamiens, et après je suis en mode ouais mais bon maintenant, enfin s'ils sont vraiment là, genre ils sont dans le ciel, ils ont rencontré des gens qui sont morts et qui étaient français, et du coup ils sont devenus potes avec eux, et peut-être qu'ils ont appris le français, et du coup voilà peut-être qu'ils comprennent, je sais pas. La psychologie de l'héroïne, notamment vis-à-vis de sa mixité culturelle, je la trouve vraiment bien développée, assez résonante. Par exemple là, elle est au Vietnam, mais elle dit qu'elle se sent en décalage par rapport à son environnement parce que elle se sent trop dépaysée, elle se sent pas assez vietnamienne parce que déjà elle parle pas assez vietnamien, elle se reconnaît pas dans cette identité, dans ces valeurs là à 100%, et du coup c'est quelque chose qui la mine de l'intérieur parce qu'elle est en mode je suis censée être vietnamienne mais je me sens pas vietnamienne. Du coup elle se dit peut-être que je suis juste 100% américaine, mais elle sait que c'est pas le cas parce que quand elle est en Amérique, il y a ses origines qui font qu'elle est un peu différente des autres et un peu traitée différemment, par exemple par la discrimination, ou également le fait que elle voit pas les choses de manière 100% américaine parce que sa mère est 100% vietnamienne et du coup l'a éduquée quand même de manière asiatique en quelque sorte. L'héroïne elle essaie de faire valoir, de faire reconnaître ses questionnements, ses réflexions, ses luttes intérieures liées à cette condition de mixité culturelle, et je trouve que c'est quelque chose dans lequel je me reconnais parce que il y a des fois où je me reconnais pas 100% avec mes potes français, du coup j'essaie de leur dire pourquoi je suis un peu différente sur certaines questions parce que avec mon éducation un peu à la mode asiatique, ça entre en confrontation avec les valeurs européennes, occidentales. T'es dans une position qui est très compliquée parce que parfois t'as tes deux éducation asiatique à la maison et éducation française à l'école qui se confrontent, qui se challenge dans plusieurs domaines, et c'est assez compliqué, et c'est vrai que je trouve qu'on en parle pas assez, mais pour autant je trouve pas l'héroïne forcément attachante, je sais pas, je la trouve assez exagérée parfois, enfin je suis déconnectée d'elle. Et elle subit également des barrières linguistiques dans le sens où elle parle pas forcément beaucoup vietnamien, du coup elle arrive pas à faire passer les messages, ses réflexions de manière approfondie parce qu'elle a pas le vocabulaire adéquat, et c'est quelque chose qui est hyper frustrant en fait, parce que ça reste complètement superficiel et t'as pas l'impression que les gens peuvent te comprendre. Et puis aussi elle est dans une période de transition où elle a bientôt 18 ans, du coup elle va bientôt entrer à l'université, elle a besoin de se chercher, elle sait pas trop où elle en est, elle sait pas trop comment définir son identité, comment définir ses aspirations, et en fait elle essaye d'en parler avec sa mère, mais comme elle connaît pas les réponses, du coup elle peut pas trouver le vocabulaire adéquat, et du coup elle peut pas communiquer, et ça crée une barrière entre elle et ses proches. Du coup j'ai trouvé ça réalise cette confrontation psychologique entre son désir de se confier à sa mère et son incapacité à le faire. Ce qui vient nourrir cette barrière de communication, c'est sa propre distanciation, en quelque sorte son propre détachement par rapport à ses problèmes personnels à elle, parce qu'en fait elle se dit que ses parents, ils ont vécu beaucoup de choses vraiment difficiles dans la vie. Par exemple, ils ont subi les conséquences de la colonisation française au Vietnam, ils ont dû immigrer, du coup partir sur un tout autre continent, changer de mode de vie, enfin vraiment ils ont subi énormément de bouleversements, et du coup elle compare leurs expériences personnelles à ses propres expériences personnelles, et elle relativise, voire elle minimise ce qu'elle ressent actuellement et les difficultés qu'elle rencontre, et du coup elle est en mode genre mes parents ils ont déjà tellement souffert, du coup je vais pas rajouter encore plus à leur fardeau en me plaignant ou quoi. Elle va enlever de la légitimité à ce que elle ressent, alors que genre c'est pas parce que t'es plus chanceuse, enfin tu rencontres moins de difficultés à l'extrême que tes parents, que tu peux pas te plaindre et que tu peux pas ne pas te sentir mal, tu vois. Et il y a une phrase que sa pote, je crois, lui dit, c'est pas parce que tu te sens chanceuse d'être en vie et d'être nourrie que t'as pas le droit d'être en colère, et c'est totalement ça. Du coup j'espère qu'elle arrivera à communiquer avec ses parents, notamment avec sa mère, parce qu'en vrai avec son père c'est assez compliqué, parce que en gros son père est parti, il a abandonné sa femme et ses enfants il y a 4 ans pour
aller au Vietnam et pour restaurer la maison qui appartenait à des soldats français. Cette maison, elle est un peu liée à l'héritage d'un ancêtre ou quoi, de sa grand-mère à lui je crois. Bref, c'est un peu nébuleux, du coup elle nourrit beaucoup de ressentiments envers son père. Pour parler du coup de la colonisation, alors c'est intéressant parce que ça montre que les traces de la colonisation française, ça altère en quelque sorte, ça entache l'histoire du Vietnam à proprement parler, parce qu'on va visualiser l'histoire du Vietnam mais d'un point de vue eurocentré. C'était quoi le rôle des Français dans la colonisation, dans l'histoire du Vietnam, et on se concentre pas forcément sur les Vietnamiens en eux-mêmes. Et du coup j'imagine que le parcours de l'héroïne, qui elle va s'intéresser aux questions sur cette demeure, au mystère parce qu'elle est hantée, parce qu'elle voit des fantômes et tout, en essayant de décortiquer tout ça, elle va se rapprocher de ses ancêtres et de mettre en avant le vécu de ses ancêtres à elle dans ce contexte-là, dans ce contexte de colonisation française. Et en fait cette maison-là, c'est un peu une métaphore de ce combat-là, de restaurer un peu l'histoire du Vietnam, mais du point de vue des Vietnamiens, parce que la maison, en gros, du coup, elle a été habitée par des soldats français, et il y a il y a des touristes qui viennent voir la maison, mais pour s'intéresser à la maison comme vestige de la colonisation française. Ils vont pas forcément s'intéresser à la famille vietnamienne qui a d'abord vécu là avant que les Français arrivent, et du coup le fait de faire ressurgir l'héritage vietnamien de cette maison-là, ça montre de façon plus générale comment restaurer la mémoire vietnamienne en quelque sorte, j'imagine. Et parfois l'héroïne elle est en mode est-ce que je suis légitime par exemple de me sentir concernée par l'histoire de la colonisation française du Vietnam, parce que je me sens pas assez vietnamienne, du coup est-ce que je suis légitime pour porter cet héritage-là, pour en parler comme si ça me concernait alors que je l'ai même pas vécu ou quoi. Du coup c'est des questionnements que je trouve assez intéressants, qui sont encore une fois liés avec sa question de mixité culturelle. Et en dernier point intéressant, il y a aussi la question de sa bisexualité, parce que l'héroïne elle dit ouvertement qu'elle est bisexuelle, elle a du mal à se confier, elle a peur de se confier à sa mère parce qu'elle se dit en fait je sais que ma mère elle va pas arrêter de m'aimer si je lui dis ça, mais il y a quand même 5% de chance que elle soit déçue. Au niveau de l'aspect fantastique, je suis pas convaincue pour autant, je sais pas, genre il y a une atmosphère, il y a une ambiance assez pesante et tout, mais la façon dont l'héroïne gère par rapport à ça, je la trouve pas assez pertinente, j'arrive pas à m'identifier à elle. J'aimerais bien finir au plus vite ce roman-là, il me reste du coup un peu plus de 50% pour pouvoir lire The Magic Fish. Voilà, il m'intrigue de ouf, et je pense que ça peut aussi parler de la barrière de la communication, mais d'une façon différente, de façon peut-être un peu plus contemplative. Je vous laisse et on se retrouve pour la fin, le bilan global. Hey, on est le lendemain du coup le 2 mai, je vais terminer mes bilans parce que j'ai fini le roman, et j'ai lu The Magic Fish. Pour le roman She's Hunting, je l'ai mis 2,5 sur 5. En dehors de la première partie où il y avait un peu de mystère, où c'était intriguant, où j'étais quand même un peu attachée aux problématiques et tout, là petit à petit jusqu'à la fin je suis complètement détachée de l'histoire. Je trouvais que c'était long, je pourrais pas dire ce qui a manqué, mais je me suis ennuyée en fait. J'ai pas accroché au style, j'ai pas accroché forcément à l'ambiance, je me suis pas attachée au personnage, même s'ils véhiculaient des problématiques assez résonantes en moi. Je trouvais que en eux-mêmes, au niveau de leur personnalité, ils étaient creux. Du coup je me suis détachée de l'histoire, je me suis détachée un peu des mystères. J'ai lu en diagonale, vraiment pour tout avouer, j'ai lu en diagonale, et du coup j'ai pas grand chose de plus à en dire sur ce roman là, mais j'ai lu tout à l'heure The Magic Fish, du coup ça c'est très rapidement parce que c'est un roman graphique, même si j'ai quand même pris mon temps pour essayer de profiter de toutes les images, de la poésie du texte, des dessins, etc. Ça véhicule un peu les mêmes problématiques que dans le roman, c'est-à-dire l'héritage de l'immigration, les conséquences qui en découlent vis-à-vis de la mixité culturelle, des barrières de communication, etc. Dans She's a Hunting, ça m'a touchée, mais de manière assez factuelle, en mode oui, c'est comme ça que ça se passe, mais dedans ça m'a touchée de façon un peu plus humaine, et je pense que c'est dû à la poésie, au processus narratif. Dans She's a Hunting, la maison hantée elle sert également de processus métaphorique pour illustrer un peu l'héritage vietnamien avec les problèmes avec la colonisation, mais dans The Magic Fish je trouve que c'était beaucoup plus délicat, épuré, que c'était un peu plus touchant. Je pense qu'il y a pas mal de degrés d'interprétation, de métaphores à saisir, et j'avoue que parfois j'avais un peu du mal
j'étais un peu perdue parce qu'en gros on suit une famille vietnamienne qui vit aux États-Unis. Le fils il a grandi aux États-Unis et il parle surtout anglais, et la mère elle a immigré du Vietnam et du coup elle s'est installée aux États-Unis mais elle parle essentiellement vietnamien. Et tous les deux, pour s'entraider dans l'apprentissage de l'anglais ou du vietnamien, en fait ils se lisent des histoires et du coup comme ça ils peuvent s'entraider dans les lacunes linguistiques. Déjà c'est une très bonne idée, et l'auteur à la fin il dit qu'il faisait ça également avec ses parents, et ça permet de se spécialiser dans 2 langues et de les utiliser en quelque sorte, et ça montre un héritage linguistique culturel fort parce que ça montre d'où ils viennent et quelles expériences ils ont partagées. Et en fait le fait de raconter une histoire, les histoires en elles-mêmes occupent une place très importante dedans, parce que du coup on a des pages et des pages de l'histoire qui comptaient, et tu peux en tirer des métaphores, tu peux en tirer des interprétations pour faire des parallèles avec le vécu personnel, la réalité des héros. J'essayais un peu de faire les liens, de voir les parallèles, et parfois c'était un peu opaque et du coup ça me demandait un peu plus de temps, mais j'aime bien ce genre d'histoire où c'est contemplatif, où c'est subtil, c'est implicite, c'est poétique. Du coup tu peux le relire et déceler de nouveaux messages, de nouvelles réflexions, de nouvelles interprétations. Ça rend la lecture plus riche, et franchement je lis pas beaucoup de graphiques dans ma vie, je lis surtout des mangas mais pas de graphiques comme ça, et en vrai je devrais m'y mettre parce que ça montre la beauté de l'art, dans le sens où ça te touche. En fait quand t'en ressors, même si tu sens qu'il y a des choses encore qui t'échappent et que tu comprends pas encore tout, t'as pas encore fait tous les liens, toutes les connexions, mais tu te sens touché, tu t'es senti touché au plus profond de toi, t'en sors avec une certaine réserve d'humanité gagnée après cette lecture. Tu te sens en quelque sorte reconnecté, renoué avec la beauté de la vie, même si ça sonne cliché. Mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme j'ai dit, comme dans le roman Chase Hunting, ça parle des barrières de communication. Le fils, il se sent plus baigné dans la culture américaine et sa mère plus dans la culture vietnamienne, et du coup ils ont du mal à communiquer. Le fils il veut trouver les bons mots pour dire à sa mère qu'il est gay, mais il sait pas, et puis il se dit peut-être que voilà elle va pas l'accepter, elle va pas comprendre. Et en fait je m'attendais pas à ce que on parle aussi pas mal du point de vue de la mère, parce que on se concentre aussi sur les conséquences de son immigration, le fait qu'elle a dû laisser sa famille derrière elle pour aller aux États-Unis avec son mari. Elle se sent un peu coupable d'avoir quitté sa famille, même si elle essaie de garder contact, mais il y a quand même cette séparation là et ce manque là. Elle se dit qu'elle se sent appartenir à vraiment nulle part. Les parties du Vietnam, elle se sent pas assez vietnamienne, enfin elle se sent plus appartenir vraiment au territoire vietnamien, mais en même temps elle se sent pas forcément appartenir 100% au territoire américain, parce qu'il lui manque encore des outils linguistiques pour vraiment pratiquer la langue. Du coup, parler correctement avec son fils, et elle sent qu'il y a cette barrière entre son fils et elle. Elle a peur de pas être un ancrage assez fort pour que son fils s'appuie sur elle, et du coup elle se sent en décalage par rapport à son fils, en plus d'être en décalage avec sa famille au Vietnam. Et c'est des sentiments, genre même si tu t'as pas traversé ça, tu peux tellement éprouver de l'empathie envers elle et te mettre à sa place. Les histoires qu'ils se racontent, c'est un peu comme des outils pour parler implicitement de leurs histoires personnelles à eux, parce que voilà, comme ils n'arrivent pas bien à parler de leurs propres sentiments, ils vont parler à travers des histoires, même si c'est vraiment très flou en vrai, c'est très implicite et c'est beaucoup trop subtil parfois. Ils vont raconter une version d'un célèbre conte, par exemple une version de Cendrillon, une version de la Petite Sirène. C'est une version qui correspond par exemple à une culture en particulier. Le fait de se dire qu'il y a plusieurs versions d'une histoire disséminée dans plusieurs pays, du coup c'est plusieurs cultures différentes, mais au final ça rejoint une histoire en commun. Ça ramène à la réflexion qu'au final les cultures, tu vois, elles peuvent se comprendre, qu'elles peuvent se joindre, et que les barrières de communication, en vrai, elles sont franchissables, et qu'il y a une possibilité de communiquer, de se comprendre, et de faire passer un message universel qui transcende la différence entre les cultures. Et du coup ça peut réduire un peu le sentiment d'aliénation, le fait que par exemple au niveau de la mère, genre elle a l'impression de s'aliéner en partant du Vietnam et en même temps en se sentant pas à sa place aux États-Unis, et du coup elle sent qu'elle n'arrive pas à se rapprocher vraiment de son fils. Mais à travers les histoires, à travers le fait qu'ils arrivent à comprendre les histoires, ça peut la rassurer et ça peut lui faire prendre conscience que voilà, elle partage un terrain de communication tangible avec son fils. Il y a un processus aussi qui est intéressant, c'est que le graphisme des contes correspond à l'imagination du narrateur, enfin de la personne qui est en train de raconter le conte. Par exemple, quand c'est le fils qui raconte l'histoire,
l'imaginaire, enfin le graphisme de l'histoire qui est en train d'être racontée correspond un peu à l'imaginaire occidental, par exemple des personnages, des princesses avec leurs vêtements, le décor et tout. Et quand c'est une personne vietnamienne, par exemple la tante de la mère ou la mère qui imagine une histoire, ça correspond à ses souvenirs à elle du Vietnam, à son héritage culturel en quelque sorte, avec des décors, des vêtements plus asiatiques. Et c'est une précision qui montre que l'histoire, quand elle est contée, elle est subjectivisée par l'imaginaire. Le processus d'utiliser l'histoire comme vecteur de communication va permettre à la mère et au fils de se rapprocher, d'essayer de communiquer, au fils aussi de s'ouvrir, à la mère de mieux comprendre son fils. J'ai oublié de spécifier un truc, c'est le fait que l'utilisation des histoires comme un moyen de communication entre deux personnes, comme un moyen de faire ressurgir des sentiments qu'on n'arrive pas à exprimer. Ça me rappelle énormément le livre Monster Calls, enfin quelques minutes après minuit, traduit en français, de Patrick Ness, qui est également sorti en film. Je conseille les deux formats parce qu'elles sont génialissimes, elles sont bouleversantes, elles sont vraiment très belles. C'est dans un décor un peu plus sombre parce que c'est un monstre qui raconte des histoires à un enfant pour l'aider à accepter ses sentiments parce qu'il vit une situation vraiment très compliquée. Il se fait bully à l'école, son père et sa mère sont divorcés, il s'entend mal avec sa grand-mère et sa mère a un cancer. Et tout ça fait qu'il endigue énormément d'émotions et qu'il a du mal à les exprimer, et c'est ce monstre-là qui, en lui racontant des contes, des histoires, va l'aider à faire la paix avec lui-même, à accepter ses sentiments, même les plus sombres, et à le déculpabiliser également de ses sentiments. Et c'est vraiment très bouleversant. Il y a un côté à la fois onirique et universel, et beau et poétique et très 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 humain, et ça a été un peu comme dans The Magic Fish. Du coup voilà, je vous conseille vraiment cette œuvre. Je pense pas que c'est un livre qui va genre me marquer de ouf ou quoi, mais j'ai passé un bon moment, c'était doux, c'était poétique, c'était calme et c'était épuré, c'était délicat. Il y avait quand même des petits moments vraiment très émouvants entre la mère et le fils. Si vous voulez regarder un peu les graphismes, voilà, c'est délicat. En fait, pour enrichir ce vlog, j'aurais voulu lire d'autres romans, d'autres livres vietnamiens qui parlent peut-être de d'autres thèmes, parce que là les deux livres ça parle à peu près des mêmes thèmes, mais en même temps c'est assez intéressant de les mettre en parallèle parce que ça apporte des thèmes mais de manière assez différente. Chez The Hunting c'était plus dans le mode fantastique, horrifique, et dans The Magic Fish c'est de manière plus contemplative. C'était deux façons d'aborder un peu la mixité culturelle, l'héritage de la culture vietnamienne, notamment dans d'autres pays, de manière assez originale. Il y a toujours un moyen métaphorique pour mettre en avant ces problèmes-là, ces questions-là, et faire découvrir au lecteur, à la lectrice, ce que les gens vietnamiens, dans ces cas-là, ils peuvent ressentir. Il y a d'autres livres de littérature vietnamienne dans ma palle que je veux lire, et je suis curieuse de voir quel genre de thème ils vont aborder. J'espère que ça va pas juste tourner autour de l'immigration, etc. Parce que bon, après c'est un peu redondant. Je vais essayer de tâter un peu plus d'autres trucs, genre peut-être au niveau de la fantaisie pure. S'il y a de la fantaisie qui inspire de la culture vietnamienne, ça ce serait incroyable, ce serait trop bien. Je sais pas, tu sais, de la mythologie et tout. Ce vlog-là, je pense c'était pas un vlog forcément 100% intéressant, je sais pas trop, mais ce que ça m'a apporté, c'est de me reconnaître dans les personnages, dans leurs questionnements, dans leur identité. Ça fait du bien, et c'est vrai que je prends pas forcément la peine d'enrichir mes lectures autour de ces questions-là, alors que ça me concerne directement. Je sais pas, peut-être c'est parce qu'à chaque fois je veux surtout lire pour m'évader, mais en vrai la lecture, enfin les histoires, c'est fait pour s'évader aussi, mais ça peut être, comme l'auteur il le dit, être un ancrage pour toi et pour te reconnaître et pour résonner en toi et te donner ce sentiment de reconnaissance, de te sentir appartenir à quelque chose, à une communauté, à des questions partagées par les autres. En parlant de ces romans, j'ai pas trop osé appuyer sur les moments, les sujets dans lesquels je me reconnaissais vraiment beaucoup parce que sinon ça relève un peu du domaine personnel et j'ai pas envie de rentrer dans ma vie personnelle et tout, ce serait beaucoup trop deep. Mais vraiment sachez que je me suis quand même pas mal reconnue, voilà, même si c'est pas des lectures qui vont me marquer, mais ça m'a fait du bien, voilà, et j'espère que ça vous a aussi intéressé, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir des romans de littérature vietnamienne.
Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en proposer. Je sais pas du tout si ce vlog il était intéressant, du coup vraiment merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a au moins diverti et on se retrouve pour la suite avec d'autres vlogs, de multiples vlogs que je prépare pour ce mois-ci et voilà, j'ai trop hâte. Merci encore et à bientôt peut-être, j'espère, je sais pas. Salut!